ce nous-là qui réfléchit à quelque chose qui, quelque part, nous interpelle, quelque part, nous appelle. Il faudrait qu'on réfléchisse, bien entendu, à cette pensée européenne, occidentale, et les influences que les civilisations ont eues les unes par rapport aux autres. Ça, c'est un premier ouvrage. Le deuxième ouvrage, c'est Houari Addi. Addi, vous le connaissez, c'est un sociologue qui réfléchit également sur ces questions-là. Il a publié cet ouvrage-là, Retour sur Kant. Asma, ça t'intéresse? Retour sur Kant aux origines de la modernité intellectuelle. Ils viennent de le publier, Retour sur Kant, mais parce qu'il a écrit un ouvrage bien avant, 2 ans ou 3 ans avant, où il intitule son ouvrage La crise du discours religieux. La crise du discours religieux musulman, point, le nécessaire passage de Platon à Kant. Ça veut dire que, pour lui, il faudrait délaisser Platon et arriver à Kant, ce qui explique le titre du deuxième ouvrage, Retour à Kant. L'ouvrage, je l'ai lu, pour vous dire ce que je pense de cet ouvrage-là, c'est que Adil Houari pense que l'histoire de la philosophie, c'est comme un supermarché, une supérette, où vous venez choisir le penseur qui vous convient. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. On peut ne pas travailler avec Platon, mais sans s'arrêter à Platon, mais dire qu'il faut exclure Platon à la faveur de Kant, je ne suis pas du tout d'accord. Ça me rappelle à ma première année de fac, j'avais un enseignant c'était les événements, l'indépendance, plein de choses nouvelles, mai 68 en France, etc., où il nous disait, il ne faudrait pas lire Platon et Aristote, il faudrait lire Mao. Mao à l'époque, c'était Mao mais ce n'est pas rendre service à l'étudiant, parce que l'étudiant, il faut qu'il passe par Platon, par Aristote, etc., etc. Le troisième penseur, ou le troisième ouvrage que je voulais indiquer, et c'est un Algérien qui est à l'université de Columbia, New York. C'est un jeune Algérien qui est émigré, qui est né en France et tout, mais vous allez entendre parler de lui dans les années à venir. Il est à son deuxième ouvrage, il s'appelle Mohamed Amer Meziane. Mohamed Amer Meziane, Des empires sous la terre, une histoire écologique et raciale de la sécularisation. La sécularisation, c'est le fait de dire qu'il faudrait séparer les affaires politiques, les affaires de l'État et la religion. Il travaille là-dessus et il travaille sur l'idée que nous sommes rentrés dans une étape nouvelle de l'histoire qu'il appelle l'anthropocène. L'anthropocène, c'est-à-dire ces actes de l'homme qui font mal à la terre dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que l'homme prenne conscience des exigences écologiques. Vous savez que nous vivons aujourd'hui, je parle de la population mondiale. La population mondiale vit au-dessus en tant que besoin de ce que la terre peut nous produire. Ça veut dire que nous mangeons plus de blé, plus de pommes de terre, plus de viande, etc., etc. Ça a dépassé les capacités de la terre. C'est ce qu'il appelle l'anthropocène, alors que l'holocène, c'est-à-dire ce qui est venu avant, l'homme vivait en harmonie. Il vivait en harmonie avec la nature.
C'est-à-dire qu'il ne faisait pas faire à la nature ce que des choses ne lui sont pas permissibles. Regardez, à l'époque, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a fait manger à la vache, la vache, on lui a fait manger de la viande. La vache folle, l'histoire de la vache folle, c'était une aberration technologique et scientifique monumentale. La vache, c'est un animal herbivore, il faut qu'il mange de l'herbe, tout simplement, et on lui fait pas manger de la viande. Voilà les trois pôles, les réflexions d'aujourd'hui, qui datent de 2024 à aujourd'hui, ou de 2022 à aujourd'hui. C'est des ouvrages importants qu'il faudrait certainement lire, mais où il y a un intérêt pour réfléchir à ces questions de la pensée qui est venue d'ailleurs, et nous, quelle est notre position à nous. Ce nous, il est frappé, le nous, les contemporains, les lecteurs de Hegel. Moi, je suis un lecteur de Hegel, mais tous les étudiants de philosophie sont des lecteurs contemporains de Hegel. Hegel, c'est pas seulement l'encyclopédie des sciences philosophiques, ce n'est pas seulement la dialectique, ce n'est pas la relation valet-maître, mais c'est aussi ce qu'il a dit. Alors comment moi je l'interprète? Il a dit un mot malheureux. Un philosophe comme lui, comme Hegel, il a dit dans les leçons sur la philosophie de l'histoire, il a dit que l'Afrique est hors du monde historique. Elle est hors du monde historique, et Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, il a été à Dakar, au Sénégal, il a fait un discours où il reprend ces thèses de Hegel, où il dit que les Africains sont incapables d'aucune évolution historique, aucun développement. Ils resteraient dans leurs problèmes, dans leur folklore, dans leur culture primitive. À l'époque, c'était en 2007, on était un certain nombre d'universitaires à avoir répondu à Sarkozy, et moi-même j'ai écrit un article, mais pas contre seulement Sarkozy qui était président, mais on a essayé d'interpréter ou de dire que Sarkozy n'a pas compris Hegel. Il n'a pas compris Hegel, il n'a retenu que quelque chose qui a été dit par un anthropologue, qui était un grand voyageur, qui connaissait l'Afrique du temps de Hegel, Karl Reiter, et qui avait porté des jugements sur l'Afrique. Il connaissait le royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey, c'est l'actuel Bénin. L'actuel Bénin, au-dessus du Mali. Il disait que les nègres, ils appelaient comme ça, les nègres étaient pétulants, ça veut dire qu'ils étaient excentriques, ils n'étaient pas sages, nerveux, ils étaient pétulants, et ce caractère-là fait d'eux qu'ils n'étaient susceptibles d'aucune culture, d'aucune évolution, d'aucune civilisation. Sur la question sur le vocabulaire, le nègre, aujourd'hui on ne le dit pas. On ne dit pas nègre, on dit un euphémisme pour les francisants, ils savent ce que c'est qu'un euphémisme. Un euphémisme, c'est un mot gentil pour dire quelque chose d'assez méchant, d'assez grave. On dit black. On dit black aujourd'hui, les blacks, c'est pour dire les noirs. Mais à l'époque, on disait nègre, mais ça venait, c'était un mot
un mot topographique qui reproduisait une image d'un territoire, d'un site. C'était le Niger. Le Niger, le Niger. Niger, c'était le fleuve des fleuves qui passait, on l'appelait le Niger, et ça a donné, les habitants qui étaient autour, c'est les nègres. Mais en même temps, j'ai trouvé une autre signification qui viendrait du berbère, donc du côté des Touaregs, qui disaient Egro Negro, pour dire fleuve. Dans le jargon berbère, ça veut dire que négro, ça venait de là. Or, les ethnographes, les voyageurs allemands, les voyageurs anglais, français qui faisaient leur exploration du continent africain, ils ont trouvé le mot nègre, ils l'ont adopté. Nègre, après, bon, c'est devenu un peu péjoratif, parce que le nègre, c'était l'esclave aux États-Unis, etc., etc. Mais même Marx qui était un gars de progrès, comme Hegel aussi, il a employé le mot nègre. En lisant les lettres de Marx qu'il adressait à sa fille, à partir d'Alger. À la fin de sa vie, Marx était venu à Alger pour se soigner, parce qu'on lui a indiqué, il ne connaissait pas Hammam Bouhnifia, sinon il serait venu par là, mais il était parti du côté d'Alger, et il se soignait là-bas, et quand il écrivait à sa fille, il disait, j'ai rencontré des gens d'Algérie, des nègres, bon, mais le mot nègre ne disait pas, c'était pas péjoratif, c'était pas malsain, malveillant de sa part. C'était le nom qu'on donnait à cette population. Alors, bien entendu, nous qui sommes contemporains, nous qui lisons aujourd'hui Hegel, et qui lisons ces phrases sur la pétulance des nègres ou sur leur incapacité d'aller un peu plus loin que des cultures folkloriques. Ça veut dire que, et si quelqu'un comme Sarkozy, qui était président d'une grande nation, la France c'est une grande nation, et elle a une histoire, et qui disait ça, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Mais dans la bouche de Sarkozy, dans la bouche de Hegel, les phrases disaient autre chose, c'était différent. Hegel disait autre chose, il disait effectivement qu'ils étaient, pour le moment, au moment où il a lu, parce que lui il n'a pas beaucoup voyagé, il a été un peu comme Kant qui ne voyageait pas beaucoup. Je crois que Kant n'a jamais voyagé, il n'est jamais sorti de chez lui. La seule fois où il n'est jamais sorti de lui, il sortit toujours à la même heure. Quand il allait acheter son journal et tout le monde réglait leur montre, il réglait sur le passage de Kant. La seule fois où il n'était pas sorti à l'heure, c'était à un moment où, en France, il y avait la Révolution française. La Révolution française en 1789, il n'a pas pu sortir, il attendait que le journal arrive, parce qu'il savait qu'il allait avoir des perturbations, il n'est pas sorti. Mais Hegel, également, il n'est jamais sorti, il ne voyageait pas. La seule fois où il a voyagé, il est parti aux Alpes. Les Alpes, en France, les Alpes, c'est les montagnes, les belles montagnes où il y avait de la neige, etc. Et alors, il est parti en carrosse, bien entendu, il n'y avait pas l'avion. Mais quand il est arrivé devant les Alpes, il a regardé, et tout Hegel qu'il était, il s'est posé une question, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit une chose, mais qui voulait dire beaucoup de choses. Il a dit, c'est ainsi. C'est tout ce qu'il a dit, c'est ainsi. C'est comme ça. C'est comme ça. Les Alpes, c'est la majesté des hauteurs, la majesté de l'altitude, la majesté des Alpes.
mais il ne pouvait rien dire de plus. Il ne pouvait rien dire de plus en disant, comme on dirait, nous, comment on dit, nous, barakallah, non, on dit, khalaqallahu ma sha'. C'est tout ce qu'on dit, masha'Allah, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que il était émerveillé, il était stupéfait, inbihar. Il y avait une fascination devant lui, devant les Alpes, et il n'a rien dit de plus que c'était. Alors que lui, c'était un penseur génial, un penseur génial. Alors, évidemment, tout ceci pour dire qu'il y a eu ces phrases malheureuses qu'il a reprises parce que lui, c'est pas son témoignage, c'est le témoignage de l'ethnologue Karl Reiter et quelques autres qu'il avait lus, des géographes, des historiens qui ont connu l'Afrique et qui pensaient comme ça, Mais lui, il pensait autre chose. Alors c'est pourquoi, et ça, c'est ce que je voudrais montrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter Hegel parce qu'il a dit ces quelques phrases malheureuses. On lui a tellement répondu, il y a eu beaucoup d'Africains, en particulier un Sénégalais qui avait répondu dans un ouvrage magnifique, Ameng Dieng. Oui, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que Hegel, c'est Hegel, philosophe des philosophes. Donc ma démonstration, ça va être ça. C'est-à-dire que ces phrases-là, on ne peut les comprendre que parce qu'il avait une idée derrière la tête. Je la résume tout de suite et j'annonce la couleur de la démonstration. C'est que Hegel, en disant ça, il voulait dire tout simplement que c'est dommage. Pourquoi ces Africains n'arrivent pas à être comme nous, Allemands, ou nous, Anglais, ou nous, Français, ou nous, Européens, d'une manière générale. C'est pas qu'ils voulaient qu'ils restent dans leur folklore, dans leur culture. Non, ils voulaient qu'ils aillent au-delà de leur situation. Donc, il y a eu ça. Je veux dire que on ne peut pas comprendre Hegel si on se contentait seulement de ces phrases. Comme il y a eu le cas de Spinoza, mais Spinoza c'était peut-être beaucoup plus grave, jeune philosophe, 24 ans, 25 ans, il avait écrit des choses où il critiquait la pensée religieuse, la Bible en particulier. Et donc, un comité à Amsterdam a décidé, un comité de juifs laïcs, qui n'étaient pas des religieux, tout à fait, c'était pas des pratiquants. Ils ont décidé de l'excommunier de la communauté juive. Ça veut dire le faire sortir, ne pas le reconnaître comme juif, encore moins comme philosophe. Or, et là peut-être qu'il faudrait que les philosophes, vous puissiez faire un travail en profondeur sur ces choses-là. Ben Gurion, un des fondateurs de l'État d'Israël, en 48-49, a demandé à des philosophes juifs, en particulier Lévinas, pour lui dire il faut réhabiliter Spinoza, il faut le réhabiliter et le réadmettre dans la communauté juive. Et en même temps, à l'occasion d'un anniversaire, le 400e anniversaire, faire une traduction de ses œuvres en hébreu. Lévinas n'a pas voulu. Ça veut dire que la philosophie chez lui n'est pas du côté universel.
Elle n'est pas du côté universel. Je peux excommunier quelqu'un, je peux le rejeter, alors que Spinoza, c'est quand même... qui c'est qui disait? C'est Alain qui disait que on est philosophe, on est nietzschéen, on est hegelien, on est marxiste, mais il faut qu'on soit également spinoziste. Spinoza, c'est un élément fondamental de l'apprentissage, de la connaissance philosophique. Derrida non plus. Derrida n'a pas joué un rôle déterminant pour réhabiliter Spinoza. Spinoza, je pense que en France tout au moins, c'est plutôt Althusser qui était un philosophe marxiste, qui n'avait rien à voir donc avec Spinoza et qui a réhabilité, en quelque sorte, qui a donné de l'intérêt à Spinoza. À partir de là, ils ont commencé à faire des thèses et s'intéresser à Spinoza. Je veux dire par là, c'est simplement, je vous donne le slogan, c'est que il est difficile de penser une philosophie nationale. La philosophie n'est pas nationale, la philosophie n'est pas algérienne, la philosophie n'est pas grecque, la philosophie n'est pas française, la philosophie n'est pas anglaise. J'ai dit la philosophie, elle n'est pas grecque. En fait, elle est grecque. Elle n'est que grecque. Et elle ne peut être que grecque. C'est un peu la démonstration que je fais dans cet ouvrage Philosophie et civilisation, en suivant deux philosophes importants, Heidegger et Husserl, en disant que la philosophie n'est que grecque, parce que son origine est là, dans la Grèce. Ça ne veut pas dire qu'elle a commencé en Grèce. Elle a commencé bien avant la Grèce, mais la Grèce lui a donné ce statut de philosophie, ce statut de la pensée de la liberté, la pensée du citoyen, la pensée de quelque chose. Les Grecs, ils ont dit une chose. J'ai cité tout à l'heure l'ouvrage de Touati, qui dit de l'homme de Bagdad d'Athènes à Bagdad. Un historien de la philosophie grecque, historien du 3e siècle après Jésus-Christ, Diogène Laërce, les philosophes le connaissent. Il disait une chose, la Grèce, les Grecs ont inventé la philosophie, mais aussi l'homme. Ils ont inventé l'homme. Le concept d'homme, il vient de là. Oui, la philosophie. La première dénomination de la philosophie, philosophos, est venue de cette Grèce. Mais je veux dire par là, ce n'est pas l'origine, mais on va dire un commencement fondamental. La provenance d'où je viens de la Grèce. Mais où je vais, ça c'est un autre problème, parce que la philosophie a une destination, plus ou moins secrète. C'est ce que je démontre dans ce livre dont j'ai parlé, Philosophie et civilisation. Je reviens donc à Hegel. On ne peut pas dire qu'il y a une philosophie allemande, il y a une philosophie anglaise, il y a une philosophie africaine. Aujourd'hui, c'est en train de se dérouler à Alger, le colloque sur Saint-Augustin. Moi, quand je vois des titres Saint-Augustin algérien, ça me pose problème. Ça me pose problème dans la mesure où d'abord l'Algérie n'existait pas à l'époque, c'est la Numidie. Mais en même temps, que veut dire philosophe algérien? Philosophe universel? Philosophe, ça suffit. Ça suffit à tout. Quand je dis philosophe, je suis philosophe universel. Hegel était de cette catégorie de... Pourtant, lui qui faisait l'histoire de la philosophie, il a dit que la philosophie, après la Grèce, s'est réfugiée en Allemagne.
Elle s'est réfugiée en Allemagne. Il avait tout à fait raison parce que l'Allemagne, elle a donné un vrai coup d'évolution, un vrai coup d'accélérateur à la philosophie. Les Français aussi, Descartes, bien entendu, après lui, quelques autres, mais l'Allemagne, c'était Kant, c'était Schelling, c'était Fichte, Nietzsche, etc. C'était ça la philosophie. Pourquoi quelqu'un comme Jules Ferry que vous connaissez, vous l'écoutez sur LCI, bon, sur LCI, il commente les événements politiques et mondiaux, il ne fait pas de philosophie, mais il a dit une chose, il a dit le Foucault, le Derrida, etc., c'est des philosophes allemands. C'est des philosophes allemands parce que quelque part, il y a un héritage allemand qu'ils ont fait fructifier en France. Donc on retient cette idée qu'il n'y a pas une philosophie nationale. Il n'y a pas une philosophie nationale dans la mesure où on ne peut pas dire qu'il y a une philosophie africaine. Il y a eu des livres là-dessus, philosophie africaine. La raison africaine. La raison africaine, qu'est-ce que ça veut dire? La raison, il n'y a qu'une seule raison. La philosophie arabe, la philosophie musulmane, on l'a dit. La philosophie française, la philosophie allemande, tout ça, c'est faux. C'est faux. Les philosophes peut-être ont la nationalité, telle nationalité, mais la philosophie ne peut pas l'être. La philosophie ne peut pas l'être. C'est pourquoi il faut être dans la philosophie d'une manière universelle. Par bonheur, on me téléphone, alors c'est, oui. Il y a une détermination historique. Hegel est le philosophe le premier qui a essayé d'associer la philosophie et l'histoire. Le logos et l'histoire, d'ailleurs, est un ouvrage important de Jean Hippolyte, qui fait le logos et l'histoire chez Hegel, parce que pour Hegel, il n'y a pas une philosophie suspendue, il n'y a pas de concept suspendu, il y a une conceptualisation concrète qui va avec l'histoire, qui va avec la réalité des choses. Mais en même temps, on ne peut pas concevoir la philosophie déterminée seulement par les conditions historiques. La philosophie, elle marche par elle-même aussi. Il y a c'est un terme qui n'est pas très usité dans la langue française, mais il y a une autologie. Une autologie, ça veut dire qu'il y a une compréhension de la philosophie par elle-même. Il y a la philosophie se fait par elle-même. Il y a une espèce de mouvement interne, une âme interne, une âme profonde dans la philosophie qui fait mouvoir la philosophie, qui fait marcher la philosophie. Il n'y a pas seulement les déterminations historiques, conditions sociales, les conditions politiques pour penser telle ou telle chose, mais il y a aussi une espèce de logique interne à la philosophie. C'est ce qu'on appelle l'autologie. Il y a donc deux aspects dans l'histoire de la philosophie ou dans la création philosophique. Il y a la détermination par un extérieur. Il y a une détermination par un extérieur, on peut l'appeler le non philosophique, c'est-à-dire tout ce qui est non philosophique. L'art, la littérature, la religion, le non philosophique, la politique, les conditions historiques, l'économique, etc. Mais il y a aussi ce mouvement